Tu as le choix. Soit tu pars maintenant, et puis voilà, tu t'en vas, tu quittes la Terre. Soit tu restes ici et tu décides de vivre vraiment ta vie sur Terre, ton incarnation. Et donc je refuse même de voir à cette époque-là les ergothérapeutes, parce que je dis non, je veux pas qu'on me trouve des aides techniques, des machins, le fauteuil, parce que j'en aurais pas besoin. Le bonheur, ça se choisit. Je veux dire, ça tombe pas du ciel d'un seul coup parce qu'on a tout dans la vie. On n'aime pas mettre le mot souffrance sur ce parcours-là, parce que ça a été un cadeau, ça a été une bénédiction en fait. Mon téléphone, au lieu d'écrire Anso, il a écrit Amso. Et c'est toujours resté, c'est encore dans mon téléphone comme ça. Donc les Amso. Chers amis, bienvenue, merci d'être avec nous. Voici une nouvelle rencontre avec mes invités tout droit venus de Lyon, installés sur les canapés avec, vous allez voir aussi une histoire, une belle histoire, sans doute singulière, un accompagnement qui s'ensuit. Accompagnement, et rien que le titre est assez éloquent, on les appelle les Amso. Et c'est original ça aussi, ce sont les deux Sophie, Anne-Sophie et Sophie. Voilà. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Marc. Bienvenue. Merci. Quelle histoire incroyable. Quand on prépare les émissions, je me dis il faudrait plus d'une heure pour vous raconter. D'abord, est-ce que... alors, Anne-Sophie est à droite. C'est vous qui avez les lunettes. Exactement. Et Sophie, on va voir votre histoire, on va voir votre rencontre, on va voir ce qui vous amène à être les accompagnantes que vous êtes aujourd'hui au travers de l'accompagnement des passages de vie. C'est comme ça que vous avez intitulé votre accompagnement, entre autres. Mais c'est vrai que vous avez une histoire assez singulière. Vous en êtes consciente ? On commence. On a beaucoup banalisé en fait cette histoire-là en se disant voilà, on a à vivre ce qu'on a à vivre, donc on la vit tout simplement. Ouais. Et puis c'est à l'extérieur, on nous a dit mais vous avez quand même un parcours de vie assez atypique dans le sens de cette rencontre qui est là entre vous. Il y a quelque chose de particulier, il y a quelque chose. Mais il y a plein de similitudes. Et oui. Dans vos histoires. C'est vrai. C'est fou quand même. Alors je disais que vous êtes effectivement à Lyon et vous vous définissez comme un couple alchimique. Ouais. Mais ce qui est assez incroyable, c'est que il y a des paradoxes dans votre couple. C'est-à-dire que d'un côté, et on va y revenir bien sûr, vous parlez parfois de cette relation de flamme jumelle, si parfois tendue, si compliquée, si douloureuse. En tout cas, c'est ce qu'on entend systématiquement quand on aborde cette thématique. Et pourtant, vous formez ce duo presque fusionnel. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe là ? Est-ce qu'on peut être fusionnel et en même temps parler de flamme jumelle ? Alors ce mot fusionnel, on est fusionnel pour le regard extérieur, mais nous, dans notre vie, même si on est tout le temps ensemble, on ne voit pas cette fusion. Okay. On a vraiment cette sensation d'être deux piliers d'un temple, et pour que le temple tienne bon, les piliers doivent être suffisamment éloignés pour tenir le toit du temple. Et il y a vraiment cette vision-là, où quelque part, si on devient trop fusionnel, il y a quelque chose qui s'écroule. Donc c'est vraiment trouver aussi nos unicités à chacune. C'est ça. Et en fait, ça s'unit dans la complémentarité, mais pas dans la fusion. Donc si vous n'êtes pas fusionnel, vous pouvez donc être flamme jumelle. Alors, flamme jumelle, on a beaucoup résisté avec ce terme-là parce qu'il y avait beaucoup cette chose de dire la relation flamme jumelle passe par des états de souffrance. Exact. Et parfois, la réunion est compliquée. Et on sait qu'il y a des personnes qui restent très longtemps dans ce parcours flamme jumelle sans jamais se retrouver finalement, ou se retrouver après 20 ans, 25 ans, 30 ans. Et nous, on a eu une séparation de 6 mois. Donc, on a eu beaucoup ce retour de dire « mais pour vous, c'est facile en fait. Parce que, donc, est-ce que vous êtes dans un truc flamme jumelle ou pas ?» Et en fait, on s'est beaucoup éloigné de ça parce qu'on s'est dit finalement, oui, on a passé des épreuves qui étaient vraiment compliquées, où ça a été hyper dur. Pour autant, on n'aime pas mettre le mot souffrance sur ce parcours-là. Parce que ça a été un cadeau, ça a été une bénédiction en fait. Alors, s'il n'y a pas cette souffrance, si c'est une bénédiction, ce n'est pas un couple flamme jumelle. Dans l'absolu, peut-être, dans ce qu'on en dit, pour nous, toutes les étapes du parcours, quand on parle de flamme jumelle, il y a des espèces d'étapes clés comme ça dans le parcours. Ouais. On parle de la reconnaissance, de la lune de miel, des batailles d'ego, de la séparation, des retrouvailles, etc. On a coché presque toutes ces cases, en fait. Donc finalement, on pourrait dire, oui, on a coché les cases du parcours flamme jumelle. Et on a transcendé certaines choses, ce qui fait que la réunion a pu se faire dans cette essence alchimique. C'est-à-dire que tout ce qu'on a vécu, finalement, on l'alchimise, on le transforme, on le transmute. Et c'est ce qui fait que aujourd'hui, on avance et c'est ce qu'on a envie de transmettre, ça. Sophie, qui a commencé, entre vous deux, à évoquer la possibilité d'être ce fameux couple flamme jumelle ? Alors, entre nous, c'est l'extérieur.
C'est les personnes qui les nous gens à suivaient. l'extérieur. Oui, Ok. c'est ça. Les gens qui nous suivaient sur notre chaîne YouTube, qui ont posé les mots. Et on a longtemps lutté, tout simplement parce que quand on s'est rencontrés, on se pensait dans des relations flammes jumelles chacune. Et c'est ce qui nous a rapprochés, parce qu'on discutait de ça, D'accord. sans jamais se dire que peut-être il y aurait un couple entre nous. Et je pense que c'est ce qui a aidé, parce que justement, on a pu se rapprocher sans mettre de pression sur ce qui se passait. Et voilà. Donc en fait, longtemps, nous, on n'avait pas besoin de mettre cette étiquette dessus. Ouais. Ça ne nous parlait pas, on vivait simplement ce qu'on vivait sans avoir besoin d'y mettre flamme jumelle. Mais dessus. en tout cas, pour refermer cette parenthèse flamme Oui. jumelle, l'idée c'était de se dire qu'à chaque fois qu'on a reçu des gens qui nous parlent de cette thématique-là, effectivement, on associe ça à une certaine souffrance, dualité, et cette rivalité parfois, et en même temps, cette espèce d'amour, d'attirance qui fait que c'est très douloureux à vivre physiquement et psychologiquement. Et donc, quand moi, je vois sur la fiche de production flamme jumelle, je me dis, mais comment elles peuvent être un couple et en même temps parler de flammes jumelles, puisque par définition, les flammes jumelles ne peuvent pas, elles s'attirent, mais elles ne peuvent pas être en couple. C'est pour ça qu'on parle de couple alchimique. C'est ça. Parce que finalement, il y a ces étapes-là de flamme jumelle où on se cherche, et puis après, le couple alchimique. Mais après, souvent, ce qu'on constate aussi dans l'accompagnement des flammes jumelles, c'est qu'il y a souvent de la confusion avec des couples, avec des relations toxiques, quand même. Oui. Voilà, il y a souvent... Et sous couvert de vivre quelque chose de fort, on se dit, c'est ma flamme jumelle, donc je dois tenir bon, même si je souffre énormément. Voilà, faut être aussi vigilant par rapport à ça, et c'est souvent le message qu'on partage quand même. Bon, en tout cas, merci d'être là toutes les deux. On va voir évidemment votre accompagnement. On va voir, parce que quand je dis que vous avez des parcours incroyables, moi, c'est les histoires de vie comme ça qui me transcendent et que je trouve extraordinaires. Et merci de vous raconter, parce qu'il y a aussi des choses extrêmement intimes dans votre parcours que vous acceptez de mettre en avant. Et c'est ce qui fait aussi votre particularité. Je voudrais juste vous montrer un petit truc qui est ici. Regardez bien, ça c'est un cadeau. Et elle est là. Et c'est la petite Sophie de l'inspecteur Gadget. Voilà. Et comme je recevais 2 Sophies, elles sont venues toutes les 2 avec la petite Sophie. Alors, c'est pas un truc que vous avez acheté, ça vient vraiment de chez vous, quoi. Oui, ça vient du grenier. Ça vient du grenier. Alors là, je suis d'autant plus touché, je la trouve magnifique. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'inspecteur Gadget, regardez, la petite Sophie, c'est quand même elle qui gère tout dans le couple, si je puis dire. On est d'accord. Voilà. L'autre est un bras cassé, il fait un petit peu n'importe quoi, mais il a le titre d'inspecteur. Et c'est elle. Et je crois qu'il y a un chien aussi. Il y a un chien dans l'inspecteur Gadget. Bon. Alors, on va parler évidemment les hameçons. C'est votre site internet aussi, les hameçons. C'est le nom de votre accompagnement. C'est ce qui fait aujourd'hui votre spécificité au travers de votre parcours de vie. On a mis dans le titre Burnout, EMI, quand le corps parle. J'ai l'impression que vous cochez toutes les 2 toutes les cases de ce qui permet aujourd'hui d'être les coachs, les accompagnants, les thérapeutes que vous êtes. Vous avez tout vécu, presque. En fait, à nous 2, en effet, je crois qu'on coche beaucoup de cases. Clairement. Vraiment. Et ça aussi, on s'est fait la réflexion de ça il y a vraiment pas longtemps. Enfin, comme on a cette tendance à se dire, voilà, on vit les choses. Donc, on se laisse vraiment traverser par ce qu'on vit sans y mettre trop de réflexion sur le coup. Et puis après, on nous demande de réfléchir, et voilà, de réfléchir. Puis c'est toujours pas assez difficile de mettre un titre sur ce qu'on fait, sur qui on est, etc. Mais ça nous permet quand même de réfléchir. Et on s'est dit, oui, à nous 2, entre le handicap, le burn-out, le deuil, les EMI, des abus, des violences, des choses comme ça, on a traversé en effet beaucoup de choses. Et c'est à travers toutes ces expériences-là qu'aujourd'hui, on a envie d'accompagner, en fait. Parce que on se pose toujours la question de savoir quelle légitimité, vous avez dû vous poser cette question-là, quelle légitimité j'ai ou quelle légitimité ont ces gens, ces personnes à nous dire demain, je peux vous accompagner, je peux vous aider dans le grand fourre-tout de l'accompagnement, parce qu'il faut être aussi lucide, il y a tout et n'importe quoi. Vous avez eu ce questionnement de la légitimité, Sophie ? Bien sûr, et on l'a encore. Et je trouve ça important finalement parce que ça nous permet aussi de continuer à nous questionner, à nous remettre en question. Et ça, je pense que c'est vraiment essentiel. Et oui, on l'a eu, et c'est pour ça aussi qu'on cible nos accompagnements sur finalement ce qu'on a pu nous transcender et vivre. Parce que là, ça a du sens. Sur ce qu'on ne connaît pas, sur ce qu'on n'a pas traversé, c'est un peu plus complexe. Et c'est complexe ou c'est impossible pour vous, à vos yeux, qu'un thérapeute ou un accompagnant de vie puisse prodiguer un certain accompagnement s'il n'a pas lui-même ou elle-même vécu la même chose ? Je pense qu'après, il y a vraiment des méthodes, vraiment des techniques qui suivent vraiment des paliers. Et
potentiellement, je ne vais pas dire, on ne peut pas accompagner si on n'a pas vécu. Nous, en tout cas, vraiment, ce qui nous porte, c'est ça. C'est de pouvoir aussi transmettre ce message de dire, voilà, on a vécu ça et on l'a transcendé. Aujourd'hui, on en fait une force. Et ça, c'est un message qui est vraiment important pour nous. ABC Talk vient de me lancer un défi. Veut-on vivre une véritable transformation de vie en quelques heures? Pour cela, nous ne disposons que de 8 heures. Pas plus, pas moins. 8 heures pour vous conduire au cœur d'une expérience immersive absolument unique. Une expérience d'exploration du soi pour vivre et réécrire votre futur et vivre une nouvelle ligne temporelle. J'ai donc condensé en 8 heures un certain nombre d'ateliers issus de mes expériences de plus de 30 ans en hypnose, magnétisme, énergétique et quantique pour en extraire l'expérience Quantum Shift. Je sais, ça semble fou, mais ne cherchez pas à savoir ni où, ni pourquoi, ni comment, mais venez vivre cette expérience absolument transcendantale qui va s'appeler Quantum Shift et vous mener à un niveau incroyable où vous allez sortir de cet atelier totalement transformé. 8 heures pour vous transformer, 8 heures pour vivre une autre réalité. Alors venez vivre cette transformation. Nous n'avons que 8 heures pour y arriver. Je relève le défi et vous ? Et dans le message, Anne-Sophie, il y a la nécessité d'une sorte de mise à nu comme ça et de se dévoiler complètement pour être suffisamment authentique et persuasive, en l'occurrence pour vous. Bah ça, c'est tout un processus aussi, hein. C'est un apprentissage d'oser dire et oser se raconter, et oser se dire. Et on est dans ce chemin-là de plus en plus, c'est-à-dire que jusqu'à il y a peu de temps en arrière, on n'osait pas trop dévoiler, donc on disait oui, on a vécu, on accompagne à travers ce qu'on a vécu. Et aujourd'hui, on est un peu plus transparente avec tout ça, de dire mais voilà vraiment ce qui est là dans notre parcours et c'est vraiment avec tout ça qu'on peut vous accompagner. C'est pas juste des protocoles qu'on a appris comme ça. Voilà. Donc il y a une vraie mise à nu qui se fait et qui demande un certain courage. En tout cas de notre part, c'est un vrai challenge. Alors on va voir d'abord l'accompagnement, on va voir aussi, je le disais, vos parcours de vie. Il y a un mot qui résonne toujours, c'est les EMI. Alors dans la série, Anne-Sophie, elle en fait une, mais Sophie, elle en fait deux. 2 EMI, c'est vous, hein? Vous faites 2 EMI. Est-ce que vous voulez bien nous raconter ce qui s'est passé pour vous? Alors ça a 2 mois d'intervalle, les EMI. En fait, je travaillais, j'avais vraiment un complexe du sauveur qui était très présent. Je travaillais dans le paramédical et j'avais l'impression que si je m'arrêtais, mes patients n'auraient pas leur appareillage. Et voilà. Donc j'ai travaillé, je finissais à 23h, je suis allée au bout. Et donc, comme je dis, j'ai pas fait un burn-out, c'est mon corps qui a lâché. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une fracture qui s'est faite dans le bas du dos. Colonne vertébrale. Voilà, j'avais une fragilité. Bon, il y a plein de choses derrière. Hein. J'ai un syndrome, une mutation génétique extrêmement rare aussi qui a porté tout ça, mais à l'époque, je ne le savais pas. Et donc, je me suis retrouvée à perdre l'usage de mes jambes doucement. Et j'ai été hospitalisée. On a fait une première intervention chirurgicale qui était assez lourde, qui ne s'est pas très, très bien passée. Au réveil, je n'avais plus mes jambes. En tout cas, par contre, j'avais touché vraiment cette grâce de l'EMI pendant la première opération. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez ressenti? C'est le truc le plus difficile à décrire. Tout le monde me dit, mais cherche pas, ne mets pas de mots sur ça, il faut le vivre, en tout cas c'est l'expérience qu'il faut avoir vécue pour pouvoir en parler au mieux et de la manière la plus précise possible. Mais essayons. Essayons. Je relève le défi. Ouais, absolument. Oui, en effet. Alors, la particularité déjà, c'est que l'opération, j'étais sur le ventre. Et donc, je ne suis pas montée, je suis descendue sous la table. Donc, je me vois, je suis sous la table. Donc, j'ai une vision vraiment sous la table. Je vois des pieds qui s'agitent, des gens qui sont vraiment très agités. Je vois notamment une paire de Crocs passer avec, en mode armé, camouflage, avec tout l'ensemble camouflage. Et je sais que ça me fait sourire. Il y a quelque chose qui sourit en moi. Et donc, je tourne la tête à gauche pour regarder ça. Et à ce moment-là, il y a une grande fenêtre qui s'ouvre sur la gauche. Et une fenêtre qui donne comme sur l'espace. Je vois plein d'étoiles. Et là, je suis aspirée, en fait. Et donc, je suis aspirée. Il y a les étoiles qui commencent à défiler de plus en plus vite, comme un peu Star Wars. Voilà. Et ça se stoppe d'un coup. Et là, je me retrouve. Il y a une lumière éclatante qui apparaît partout. Et une lumière très, très brillante, mais qui fait pas mal, qui est vraiment très agréable et qui est
comme colorées, mais des nuances de couleurs qu'on ne connaît pas ici sur Terre. Donc ça fait vraiment une espèce de nuage un peu comme ça. Et puis j'ai la présence de 2 personnes qui se présentent à moi. Alors je ne peux pas les distinguer vraiment. Ça fait comme des essences un peu lumineuses. Je les entends dans ma tête, mais il n'y a pas de visage qui bouge ou de mots à proprement parler. Donc c'est vraiment dans ma tête, j'entends les vibrations de ce qu'ils me disent. Et puis j'entends aussi comme ça me fait toujours penser à ça. Je faisais beaucoup de plongée avant et j'entendais souvent les baleines. J'habitais à La Réunion et j'entendais les baleines en plongée. Et ça fait un peu cet effet-là, comme une espèce de chant lointain et qui est juste magnifique. Donc il y a quelque chose de l'ordre des lumières, des sons qui traversent complètement. Et donc il y a ces 2 êtres qui viennent m'apporter plein d'informations. Et ce qui est particulier, c'est que ces informations, je continue de les recevoir au fur et à mesure au compte-gouttes. C'est-à-dire que j'ai reçu l'ensemble et en redescendant, j'avais juste cette sensation d'amour, pas tarte à la crème, mais vraiment quelque chose de l'ordre, on se sent juste... De divin, c'est ça. Mais les informations, c'était de quel genre ? Et donc ça revient au fur et à mesure, et ça a été des informations par rapport à mon enfance, par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport à la mutation génétique que j'ai, tout ce qui a été mis en place pour préserver le corps physique, qui n'était pas viable. Voilà, parce qu'en fait, j'avais un jumeau qui est décédé, lui, au bout de 4 mois. Donc voilà, lui, il n'est vraiment pas resté, et moi, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait par la suite, quand j'étais petite. Vous revenez ? Ouais. Et il y en aura une deuxième. C'est ça. Donc je reviens dans cet état de grâce complet, c'est-à-dire que mon neurochirurgien vient me voir après l'opération en disant « je suis vraiment désolée », comme s'il venait m'annoncer mon décès. J'ai eu cette impression-là. Il me disait « on a fait tout ce qu'on a pu, on n'a pas réussi à redresser la colonne, les jambes répondent plus ». Bon voilà, il y a vraiment ce... Et moi, j'étais dans un état de grâce. Là, c'est merveilleux, quoi. Et il se disait « elle doit être complètement... » C'est ça. Voilà. La morphine a peut-être un petit peu Oui, trop... c'est ça. J'étais sous pompe à morphine, il s'est dit, oui, ça y est, elle est complètement, voilà. Mais je suis restée dans cet état un moment, parce qu'à l'époque, j'avais une compagne qui m'a dit, mais en fait, je ne peux pas rester avec toi. Et je lui ai dit, ah bon, d'accord, et pourquoi ? Ben vraiment, d'accord. Et elle me dit, mais parce qu'en fait, tu m'aimes comme tu aimes le soleil qui se lève le matin, comme tu aimes ta voisine de chambre, comme tu aimes... Et alors oui, j'étais dans un état d'amour complet. Et c'était irrecevable, en fait, pour mes proches. Donc, il y a eu beaucoup de ruptures à ce moment-là. Mais j'étais vraiment bien, moi. Et donc, la seconde opération, 2 mois plus tard, où là, je suis opérée, je suis allongée sur le dos, et là, je suis montée. À l'inverse, du coup, alors, je ne sais pas pourquoi, est-ce qu'on a tiré par le ventre, je ne sais pas. Bon, en tout cas, je suis montée, et là, ça a été vraiment de l'ordre de vivre des expériences par rapport à la création de l'univers, de la Terre. J'ai pu discuter avec la Terre, qui m'a fait tout un enseignement, parce que j'avais vraiment, depuis toute petite, j'avais envie de discuter avec la Terre. J'ai fait des études en biologie d'ailleurs au départ, parce que je voulais parler avec la Terre. Et donc j'ai enfin vécu ce moment-là à 35 ans, donc j'étais heureuse. Alors ces 2 EMI-là, évidemment, c'est fou, parce que je n'avais jamais entendu le fait qu'on puisse descendre plutôt que remonter. Est-ce que, chirurgicalement parlant, je suis arrivé, est-ce que il y a quelque chose qui se manifeste au bloc opératoire ? Parce que état de mort imminente, ça veut donc, est-ce qu'il y a un encéphalogramme plat à un moment donné ? Est-ce qu'ils ont peur de vous perdre parce que les choses se déroulent mal pendant l'opération ou pas ? Alors, il y a eu des soucis pendant l'opération, pendant les 2 opérations. Par contre, non, pas d'encéphalogramme plat, en effet. Oui, dans les EMI, généralement, il y a plein de petites cases à cocher, tout simplement parce qu'on est dans un monde, pour l'instant, qui est c'est une science de mesure, actuellement, et qu'on peut tenir compte que de ce qui est mesurable. En effet. Bon, en tout cas, on verra, vous, Sophie, avec votre relation à la spiritualité, à une dimension plus divine, parce que vous commencez la préparation de l'émission en disant « Ma vie commence à 8 ans ». Donc il faudra nous expliquer pourquoi vous considérez que la vie commence à 8 ans. Alors, le premier point commun que vous avez, c'est que vous avez fait, effectivement, toutes les 2, des EMI, enfin une pour vous, hein, c'est déjà pas mal. Hein, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous, Anne-Sophie ? Alors moi, c'était tout différent. C'était pas du tout le même contexte. J'étais pas hospitalisée. Alors, c'est pour ça que j'ai mis un moment
a posé cette étiquette là aussi d'EMI parce que en effet, il n'y avait pas toutes les cases qui étaient cochées. Mais j'étais dans un état de dépression très très intense. J'étais fin adolescente, par là, fin d'adolescence, début de jeune adulte. Voilà, et j'allais vraiment pas bien du tout depuis plusieurs années. Et j'avais un monde intérieur qui était vraiment très riche et je communiquais beaucoup dans ce monde intérieur. Et à un moment donné, je disais juste, mais la Terre, c'est pas possible, je ne comprends rien. Emmenez-moi, quoi. J'appelais vraiment la mort. Je me disais, mais... Et en même temps, je sentais que j'avais absolument pas le courage, si on peut parler de courage, je sais pas, mais en tout cas de passer à l'acte, de me donner la mort à moi. Donc j'appelais beaucoup et je disais, mais je veux pas rester ici, je veux mourir. Et un soir, j'étais donc chez mes parents, j'étais allongée dans mon lit et je me souviens ouvrir les yeux, donc dans ma chambre, voir le décor de ma chambre autour, et là voir une immense lumière blanche qui arrive vers moi, vraiment qui m'enveloppe. Et là, je sens comme quelque chose de très doux, de très enveloppant, sans aucun jugement, rien du tout. Je sens mon corps qui s'élève vers cette lumière. Plus tard, en repensant à tout ça et en me reconnectant à cette lumière, je vois une serrure, vraiment, c'est l'image d'une serrure que je vois extrêmement lumineuse. Et j'entends, alors pas par une voix, mais dans la vibration, dans ce que je capte, j'entends vraiment, là, maintenant, voilà, ta demande est exaucée, tu as le choix. Soit tu pars maintenant, et puis bah voilà, tu t'en vas, tu quittes la Terre. Soit tu restes ici et tu décides de vivre vraiment ta vie sur Terre, ton incarnation. Et je me souviens dans la sensation tenir mes draps, c'est-à-dire que je m'agrippe à mon lit, à mes draps, avec une peur immense de mourir à ce moment-là. Donc il y a un paradoxe extrême entre le fait de me dire bah, j'ai envie d'y aller et sentir vraiment une accroche ici. Une dualité là pour le coup. Une hyper grande dualité qui se joue, mais en même temps une force incroyable de revenir ici et de vouloir rester là. Donc je réouvre les yeux, je ne sais pas au niveau de l'espace-temps comment ça se passe, mais en tout cas quand je réouvre les yeux, la lumière a disparu et je sais que ça a été un commencement. Je suis sortie de mon lit où j'étais recroquevillée depuis plusieurs temps, où j'arrivais pas à sortir, où j'étais vraiment mal. Et j'ai fait le pas d'aller dans la salle de bain, de me regarder, de me sourire. Et pour moi, ça a été le début d'une reconstruction. Un nouveau départ. Ouais. Donc, j'ai senti ça a été assez bref. Alors, je nomme ça EMI, je nomme ça parce que je nomme ça une expérience de choix. J'aime bien ce terme-là, parce que j'ai eu vraiment le choix à un moment donné de passer, de partir ou de rester. Et qu'est-ce qui, à votre avis, a motivé le choix de rester ? Alors, depuis que je suis toute petite, j'entends une phrase dans ma tête qui est là, qui est « Tu n'es pas là pour rien, tu n'es pas là pour rien ». Je sais absolument pas ce que ça veut dire, mais ça, c'est depuis que je suis toute petite. J'entends ça et il y a quelque chose qui me raccroche ici. Il y a quelque chose qui me dit « Tu as quelque chose à expérimenter, quelque chose à vivre ». Et quand je pense à ça, et même là, quand j'en parle, j'ai le cœur qui s'ouvre. Je sens vraiment quelque chose de viscéral. Est-ce que ça veut dire que les éléments de réponse qui pourraient correspondre à cette question, c'est ce que vous êtes en train d'expérimenter là, maintenant, dans votre accompagnement ? Je crois que ce qu'on avait à vivre, enfin ce qu'on a à vivre, c'était la rencontre. Ouais. Il y avait quelque chose d'écrit, si on doit parler comme ça, mais en tout cas, il y avait cette rencontre et cette conscience de toute cette alchimie que ça crée, de comment est-ce qu'on transcende ça. Et je crois que c'était ça. Est-ce qu'on peut dire que c'est la sophrologie qui vous permet de vous rencontrer ? Parce que vous êtes sophrologue, vous êtes sophrologue, et vous aviez besoin, vous, Sophie, de séances de sophro. Et c'est comme ça que vous vous rencontrez ? Oui, exactement. C'est tout à fait ça. Le 11 septembre 2017, précisément. Alors pourquoi on retient la date ? Parce qu'en fait, c'est le jour où le papa de la sophrologie est décédé. Le 11 septembre 2017, le jour où nous, on se rencontre pour écrire un mémoire sur la sophrologie. Donc voilà, moi, j'avais repris après les 9 mois d'hospitalisation pour retrouver mes jambes, qui sont bien revenues. Je décide de me reconvertir et de me rapprocher encore plus de l'accompagnement du handicap et devenir ergothérapeute. Je fais mes études, je viens à Lyon pour faire mes études. Et puis arrive le moment du choix du mémoire et je me dis non mais là ça y est, je suis prête à mêler tout le personnel qui m'anime, c'est-à-dire les approches alternatives qui nourrissaient ma vie depuis déjà 15 ans, et l'aspect professionnel, parce que je scindais bien les deux. Et là je me dis ça y est, je suis assez grande pour, parce que je disais ça quand je serai grande, mais là je me sens assez grande à 35 ans pour unir les deux.
Et je me dis, OK, je vais écrire quelque chose qui va lier l'ergothérapie, donc cette approche paramédicale, avec de l'alternatif. Je me dis, je suis en faculté de médecine, je vais peut-être pas aller parler d'énergie. On va essayer de trouver quelque chose qui a quand même les pieds sur terre. Pas très... Voilà. Et je me suis fait cette réflexion-là, en tout cas, et je me dis, tiens, la sophrologie, ça me paraît quand même bien ancré. Ça existe depuis un bon moment, il y a pas mal de choses écrites dessus. OK. Donc je prends la sophrologie et je me dis, je ne peux pas parler de la sophrologie à mon mémoire si moi je ne l'ai pas expérimenté pendant toute l'année. Ça me paraissait complètement incongru. Et donc je cherche une sophrologue en début d'année, les 11 septembre. Je trouve. Vous vous rencontrez à ce moment-là. Vous cherchez à découvrir le yoga sans pression ni jugement? Bienvenue à notre cours de yoga complet et gratuit, créé et animé par Lily Mika en exclusivité pour ABC Talk. Ici, pas besoin d'être souple, ni de performer. Découvrez le yoga décomplexé, une approche qui casse les codes, adaptée à tous les corps, tous les âges, tous les niveaux. L'accent est mis sur l'écoute de soi et sur l'adaptation des postures à votre morphologie, et non l'inverse. Rejoignez-nous pour un moment de bien-être, où l'essentiel, c'est d'être à l'écoute de soi. Inscrivez-vous dès maintenant en cliquant sur le lien situé en haut à droite de l'écran, ou dans la description de la vidéo, et vivez l'expérience du yoga en toute simplicité. Juste pour revenir sur... c'est intéressant de voir que, à l'issue de ce que vous considérez comme être, Anne-Sophie, une EMI, vous étiez dans cet état dépressif. Vous aviez ces vagues, enfin, ces phases dépressives profondes que vous évoquiez juste avant. Est-ce qu'après avoir vécu cette expérience, le fait que vous vous retrouviez dans votre salle de bain à pouvoir vous sourire et peut-être donc accepter la femme que vous êtes, est-ce que la dépression disparaît à ce moment-là ? Alors non, enfin elle disparaît pas comme ça, c'est pas magique, mais c'est un élan de conscience qui arrive. C'est-à-dire qu'il y a comme une étincelle qui s'allume dans ma tête, comme une lumière qui est là, ouais, et ça switch. Et là, ce qui change en fait, c'est la mise en mouvement. C'est-à-dire que jusqu'avant, j'étais vraiment recroquevillée et je bougeais pas en fait. J'étais là inerte à demander beaucoup que les choses arrivent, à dire faites que voilà, ça change dans ma vie. Et à partir de ce moment-là, je me suis mise en action. Et à partir du moment où il y a eu la mise en action qui s'est faite, j'ai commencé à découvrir des livres sur le développement personnel. J'ai commencé à m'intéresser. Je me suis fait accompagner aussi vraiment plus. Et du coup, ça m'a ouvert les portes de la sophro, de ces possibilités-là. Et en fait, ça a démarré quelque chose. Donc, la dépression, elle n'est pas partie d'un seul coup comme ça le lendemain. Mais par contre, ça a été vraiment un déclencheur qui fait que je sais que j'ai fait le choix de rester ici. Et à partir de ce moment-là, je décide d'être actrice vraiment de ce qui se présente dans ma vie. En fait. Donc c'est ça que ça a surtout changé. Et après, au fur et à mesure, bien sûr, que plus la conscience est arrivée, plus j'ai accepté de me regarder aussi, d'aller regarder ce qui se traversait dans mon corps, plus j'osais regarder ça, et plus j'étais consciente que par moments, ça vrillait un petit peu plus, puis par moments, ça montait un peu plus, et de me questionner sur qu'est-ce que j'ai envie pour moi, en fait. Donc c'est un processus, pas à pas, qui fait que, voilà, aujourd'hui... merveilleusement tout va bien, évidemment. Et on va voir ce que vous avez construit toutes les deux, les AMSO, précisément dans l'accompagnement et ce que vous préconisez. Mais pour revenir et pour terminer sur les histoires et les parcours de vie, j'ai évoqué tout à l'heure cette affirmation, en tout cas ce que vous ressentiez jusqu'à l'âge de 8 ans, et vous dites de 0 à 8 ans, vous n'existiez pas pour le coup. En tout cas, c'est ce que vous ressentiez. Et à partir de 8 ans, la seule chose qui vous console, c'est de discuter avec les pierres, les amis, les plantes et les animaux. Donc, qu'est-ce qui se passe entre 0 et 8 ans ? Il y a une amnésie sélective ? Alors, entre 0 et 8 ans, en effet, j'ai aucun souvenir, si ce n'est les sorties hors du corps que je faisais toutes les nuits et les moments où je vis des expériences proches de la mort, où là, je me vois, mais je me vois depuis l'extérieur. Je ne suis pas dans mon corps, en fait. Je vois mon corps étalé par terre en train de s'étouffer, par exemple, avec un gâteau. Ou tomber d'un arbre et être suffoqué au sol. Mais je me vois vraiment à côté. Et sinon, toutes les nuits, en effet, je me vois me lever de mon lit, comme ça, traverser les murs, sortir par le petit balcon où j'habitais et descendre dans un petit square pas très loin. Et au moment où je commence à frôler l'herbe, toute fraîche, c'était en Allemagne, dans un camp militaire, là, je vois une grande lumière bleu-vert et plus rien. Et donc ça, c'est vraiment tous mes souvenirs que j'ai de 0 à 8 ans. Et à 8 ans, je crois à 6 ou 7 ans, je suis diagnostiquée autiste. Voilà, on demande à mes parents de me placer dans une structure qui peut m'accueillir. Années 80, mes parents, en plus militaires, non, on n'est pas trop d'accord avec ça. On déménage à ce moment-là dans une petite ville et ils se disent non, on va se débrouiller. Ils demandent
à une école qui est tenue par des religieuses. Et en fait, ma vie, pour moi, commence à 8 ans, quand sœur Marie-Madeleine pose sa main sur ma tête et je l'entends me dire « Non, mais cette petite, elle est comme les autres, on la prend avec nous. » Moi, ma vie commence à ce moment-là. C'est ça qui est assez singulier quand même. C'est assez étonnant de voir qu'effectivement, on a aucun souvenir à part ce que vous venez de nous décrire, avec cette fameuse lumière, avec cette fameuse... et ce voyage, et le fait de traverser les murs. Bon. Alors vous allez me dire, quand on a évidemment décrit un petit peu ce que vous étiez, on n'a pas dit ce que vous faisiez, Anne-Sophie, parce qu'on a dit que vous étiez sophrologue, que vous aimiez la danse. Je ne sais pas si on en a parlé, jusqu'à 15 ans, je crois que vous aimiez particulièrement danser. Ouais, c'était une sorte de refuge. Oui, complètement. La danse, ça a été mon lieu d'expression. C'est le seul endroit où je pouvais être moi sans qu'on me dise « Ah, t'es trop sensible, t'es trop ceci, t'es trop cela, t'es pas assez ». Donc voilà, ça a été vraiment mon lieu d'expérience où j'étais en plus très reliée au corps. Et moi, le corps me passionne. Au-delà du corps physique, c'est comment est-ce que le corps bouge, comment est-ce que quand je bouge la main, j'ai un fascia qui se met en mouvement et comment tout se met en mouvement. Et ça, je trouve ça absolument passionnant. Donc ça a été un refuge qui m'a conduit d'ailleurs vers la sophro, en fait. C'est parce que je cherchais quelque chose en lien avec le corps, où mon corps avait dit stop avec le burn-out que je vivais avant. Voilà, donc je me disais, il faut que je revienne au corps, au corps, au corps. Et donc oui, la danse, c'est toujours une grande aventure. Passion. Ouais, absolument. Et alors, quand on prépare les émissions, dans la fiche de prod, il y a l'instant du déclencheur. Ouais. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, alors bien sûr, il y a la rencontre du 11 septembre 2017, mais alors, vous ne répondez pas toutes les deux la même chose. Ah bon? Quoi? C'est-à-dire qu'Anne-Sophie, quand on lui dit « Qu'est-ce qui a déclenché le fait que vous ayez envie, effectivement, de créer votre accompagnement ?» Anne-Sophie, elle dit « C'est ma rencontre avec Sophie. » Et quand on pose la même question à Sophie, Sophie répond « C'est un livre. » C'est ça, hein, vous hein? Peut-être, je ne me rappelle pas. Vous en souvenez pas? Vous n'êtes pas pour la paix des ménages. Hein. Non, c'est pour ça que je provoque toujours un peu. Mais ça n'en fait pas un programme. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a vécu tout ça, une fois qu'on a digéré un peu toutes ces expériences de vie, et qu'effectivement, ce couple fonctionne, à quel moment vous vous dites, allez, on change et on va évidemment s'orienter sur un accompagnement, et notamment au travers de ce que vous appelez les AMSO? Alors, la vie nous a conduits. C'est pas venu de nous directement. Donc, Anne-Sophie avait déjà son cabinet de sophrologie où elle faisait de l'accompagnement. Puis, elle a fait d'autres formations, toujours en relance avec le corps, avec la relation d'aide par le toucher pour faire des massages. Voilà. Moi, j'ai eu mon diplôme d'ergothérapie malgré mon mémoire sur la sophrologie et l'ergothérapie. Bon, j'ai eu mon diplôme, sauf que en raison du handicap, j'ai pas trouvé d'emploi dans l'accompagnement du handicap, ce qui paraît un peu incongru, mais c'est comme ça. Et donc, je me suis dit, je vais mettre à profit toutes les initiations et les formations que j'ai fait depuis 15 ans dans le milieu alternatif. Et donc, on a commencé à partager le cabinet et à chacune faire des séances. Sauf que pendant que l'une faisait des séances, l'autre attendait dans la pièce d'à côté. Et on a fini par se dire, peut-être qu'on met à profit, peut-être que pendant qu'au lieu d'attendre, l'autre peut venir se mettre en polarité finalement. Au moins ça dans la séance, quelle que soit la séance. Et puis on a eu des retours qui étaient vraiment bien par rapport à ça, avec cette notion vraiment de ressenti, de complémentarité des deux énergies qui étaient là. Et on s'est dit, peut-être qu'en fait, il faut qu'on fasse ça à deux. Et puis, quand on a eu cette vision-là, en fait, on est parti faire un morceau du chemin de Compostelle. Moi, c'était vraiment pas une revanche, mais j'avais envie de dire je peux marcher. Eh bien oui, là, pour le coup, on marche. Je peux marcher. Donc voilà, on a fait une version gentille au Portugal, qui est plutôt plate. Voilà. Mais voilà, ça a été très fondateur pour nous de vivre ces moments. Parce que voilà, c'est très particulier. Je pense que pour les personnes qui ont vécu le chemin de Compostelle, il y a quelque chose d'assez unique. Et en revenant de là, on a eu le nom Les AMSO qui est venu. Et on s'est dit, c'est magnifique, parce que les AMSO, c'est les âmes sœurs, les âmes Sophie. Et pour la petite histoire, quand j'ai eu le numéro d'Anne-Sophie pour écrire ce fameux mémoire, mon téléphone, au lieu d'écrire Anso, il a écrit AMSO. Et c'est toujours resté, c'est encore dans mon téléphone comme ça. Donc les AMSO. Voilà. Mais ça n'en fait pas un programme. Non. Non.
Mais c'est venu vraiment comme ça. C'est-à-dire qu'on se laisse guider. Ça n'était pas prémédité. Ça n'était pas prévu. On ne s'est pas dit, voilà. Donc, le nom Les Hameçaux est arrivé. On s'est dit, travailler à deux, c'est vraiment chouette. On sent une complémentarité, on sent quelque chose. Et puis, on s'est formé à diverses pratiques, notamment au Reiki unitaire, qui a été pour nous un déclencheur de beaucoup de choses en lien avec le channeling, en lien avec des canalisations qu'on recevait. Et en fait, on s'est laissé porter par ça. Et en fait, on se laisse guider. Alors, vous allez nous expliquer évidemment en quoi consiste cet accompagnement. Est-ce que vous me permettez juste de vous dire ce que je ressens dans notre échange? Bien sûr. Je le fais assez rarement, mais je ressens un truc dans vos personnalités respectives, on ne se connaît pas. J'ai le sentiment, alors on sent bien qu'il y a une vraie belle complémentarité, et plus évidemment, mais au-delà de ça, j'ai l'impression, Anne-Sophie, que vous avez une part de timidité et de réserve qui est beaucoup plus importante que Sophie. Et Sophie, j'ai le sentiment que s'il y en a une des deux qui est un petit peu plus up, si vous voyez ce que je veux dire, dans une dimension spirituelle un petit peu plus avancée, j'ai le sentiment que c'est Sophie. Est-ce que je me trompe ou pas? Alors, c'est un ressenti pur comme ça. Mais merci beaucoup de le poser, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai perçu quand j'ai rencontré Sophie la première fois. Moi, j'étais pas du tout dans ce milieu de la spiritualité. C'est-à-dire que je parlais depuis que je suis toute petite, je parlais avec mon monde intérieur, je parlais avec les anges, je parlais, mais je me questionnais pas du tout sur un monde spirituel à côté. Je me questionnais vraiment intérieurement. Quand j'ai rencontré Sophie, je me suis dit, waouh, mais elle est hyper connectée. Ouais. Elle a une conscience de plein de choses. Elle a vécu vraiment des choses que je trouvais extraordinaires de ce qu'elle me racontait. Et vraiment dans l'espace de notre duo, de notre couple, je me disais, mais moi, j'ai rien à lui amener, j'ai rien à lui apporter par rapport à là où elle en est. Et Sophie me disait tout le temps, mais c'est fou parce que moi, je vois l'inverse chez toi. Ah oui. Elle m'a toujours partagé ça. Moi, j'ai toujours dit que la première fois que je l'ai vue, j'ai vu une lumière rentrer vraiment dans mon cabinet. Je le dis maintenant avec du recul, sur le moment, j'avais pas les mots. Mais voilà, j'ai vu une lumière et je me suis dit, waouh, mais elle est juste là. Et moi, je suis juste là. Alors, ce qui est sans doute faux, dans le sens où vous n'êtes pas là, vous êtes toutes les deux effectivement bien. Mais vous savez pourquoi? C'est que Sophie parle parfois, quand elle évoque quelque chose, elle a besoin de le ressentir et elle en ferme les yeux. Tellement elle a ce besoin, visiblement, d'après ce que je ressens, ce besoin d'être tellement connectée et raccord avec ce que vous allez dire dans l'échange que nous avons, que vous en fermez les yeux pour être complètement imbibé. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire? J'ai du mal à trouver mes mots, mais je ressens ça. Voilà, à ce moment-là, il y a quelque chose qui me fait dire waouh, il y a une connexion qui est puissante. Mais c'est évidemment très complémentaire. Pourquoi est-ce que vous la voyez de cette manière-là, spirituellement parlant? Parce que justement, quand on s'est rencontrés, moi, j'avais un long parcours dans le milieu, les approches alternatives, sauf que je mettais rien en pratique. Moi, je faisais mon métier dans le paramédical, je faisais des appareillages, voilà. Mais je mettais rien en pratique de tout ça, finalement. Donc, c'était beaucoup de savoir, je ne veux pas dire de connaissances, parce que je ne les mettais pas en pratique. Donc, beaucoup de savoir accumulé. Par contre, j'en faisais rien. Je ne savais pas le mettre dans la matière. Alors que justement, et je disais, quand je serai grande, je ferai. Voilà. Et quand j'ai rencontré Anne-Sophie, donc on a quasiment le même âge, et je me suis dit, waouh, elle ose quoi. Elle a tout quitté pour devenir sophrologue. Elle a changé toute sa vie d'un seul coup. En plus, elle est maman. Enfin, je veux dire, il y a une espèce d'accomplissement qui me paraissait tellement incroyable que pour moi, c'était l'inverse. Vraiment, je percevais ça. Il y a vraiment ça. Et par rapport à ce qui est dit de fermer les yeux, alors, il y a l'autisme qui va jouer. Normalement, c'est très difficile pour moi de regarder. Ah, ok, de fixer. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment un apprentissage. Tu apprends, tu fais pas mal de séances pour ça. Voilà. Et autre chose, c'est que comme je ne reconnais pas les visages, ce qu'on appelle une prosopagnosie, ni les émotions, souvent je ferme les yeux parce que c'est plus facile pour moi de ressentir une personne que d'essayer de lire ce que je ne comprends pas. Donc ça n'a peut-être pas grand-chose à voir avec cette dimension d'introspection Bon, c'est très bien. Mais en tout cas, ça fait ressentir ça. On se dit, ah tiens, elle est peut-être justement en recherche de cette authenticité spirituelle pour essayer de partager son discours. Alors,
Les hameçons, l'accompagnement, demain, ceux qui nous regardent veulent en savoir plus sur la manière dont vous allez pouvoir les accompagner. Qu'est-ce que vous proposez ? Alors, on propose déjà des accompagnements qui se font uniquement à distance. C'est-à-dire qu'on ne reçoit plus en cabinet, on ne reçoit plus en présentiel. Et donc, la particularité, c'est qu'on accueille toujours à deux. Donc, on est toujours toutes les deux ensemble pour recevoir. Et on se joue, j'ai envie de dire, de cette relation tertielle. C'est-à-dire qu'on va être vraiment dans cet équilibre-là. Concrètement, les personnes qui viennent à nous, ça va être des personnes qui vont être dans un changement de vie, qui vont pas savoir où ils en sont, qui vont être dans une étape importante de leur vie, qui vont devoir transcender des choses, voilà, qui sont un peu perdus. Et nous, on les accompagne justement avec ces deux dimensions où il y a toujours un temps d'accueil. Donc, on va prendre toujours un temps pour échanger avec les personnes, pour savoir où est-ce que ça en est, qu'est-ce qu'elles ont à poser, qu'est-ce qu'elles vivent, qu'est-ce qu'elles ressentent. On va les accueillir vraiment dans ça. Pendant ce temps-là, donc on est deux. Souvent, c'est moi qui mène ce premier mouvement-là. Et puis, Sophie va se mettre vraiment en réceptivité pour canaliser le soin d'énergie qui va être relié à la personne qui va être là. Le plus approprié à la personne. Le plus approprié, le plus juste à la personne par rapport à ce qu'elle va capter, justement, de l'énergie qui est transmise dans les paroles, dans les mots. Ensuite, la personne va être conduite à vivre ce soin-là. Donc, Sophie va le guider. Va guider le soin comme une méditation, un petit peu. La personne va pouvoir se mettre en posture de réceptivité, de relaxation, tranquillement. Et pendant ce temps-là, moi, je me mets aussi en réceptivité pour capter l'énergie qui va être là. Et en écriture intuitive, en fait, je vais capter les messages qui vont être là et je vais écrire. Parfois, il y a 2 pages, parfois, il y en a 10, parfois, ça va vraiment dépendre. Et je me mets vraiment dans cet état-là. Et puis, à la fin du soin, donc, on fait revenir la personne dans son état de veille, voilà. Et puis, on partage, on lui demande déjà ce qu'elle a ressenti, de revenir au corps, ça, c'est hyper important. Et puis ensuite, on va lui partager vraiment en toute transparence ce qui est arrivé pour nous. Donc, je lui retransmets tous les messages qui ont été là. Voilà. Est-ce que c'est une force de le faire à deux comme ça ? Eh ben, en fait, on s'est beaucoup questionné aussi sur ça parce qu'on nous a dit à deux, vraiment, ça fait peur, les gens vont pas venir vers vous parce que ça fait un peu flipper de voir 2 personnes comme ça face à soi. Donc, on s'est beaucoup questionné. Aujourd'hui, pour nous, c'est plus qu'une force, c'est une vraie complémentarité, en fait, qui permet d'agir, je sais pas si le terme est bon, mais en tout cas, d'aller observer plusieurs dimensions en même temps, ce qui permet que la personne puisse avoir une espèce de globalité de ce qui est là pour elle, en fait. Donc c'est une vraie force. Puis on utilise aussi beaucoup la vibration, c'est-à-dire qu'on utilise les tambours et les bols tibétains aussi. Et évidemment, vous allez me répondre que non, mais ça ne pose aucun problème que d'être à distance, évidemment, pour le coup. Sauf que je sais qu'il y a beaucoup de praticiens, d'accompagnants qui aiment le présentiel, parce qu'ils ont besoin de voir notamment l'aspect émotionnel, même parfois le toucher pour le soin spécifique. Vous n'avez pas besoin de ça. On a eu besoin, on est passé par cette étape-là, en effet. Et puis, il y a un moment où on a pu se détacher de ça, d'être vraiment dans le ressenti. Après, moi, j'ai vraiment cette aide, en effet, de capter sans avoir besoin de voir, ni même d'entendre, ni de... Voilà. Et puis, pour ce qui est de la vibration, ça passe. Ça passe, même en visio. Vraiment, il y a le tambour, donc il y a vraiment des battements intuitifs. Il y a du chant intuitif qui vient en langage de lumière. Voilà, et parfois, les bols aussi qui peuvent résonner. On en a une quarantaine, une vingtaine de tambours. Donnez-nous un exemple de quelqu'un que vous avez accompagné, en tout cas, et qui a véritablement vécu un avant, un après, quelqu'un qui vous a profondément touché dans l'accompagnement. Est-ce que vous avez un qui vous vient comme ça à l'esprit ? Oui. Ouais. Oui, moi je pense vraiment à une personne qui avait déjà passé 50 ans et qui souhaitait avoir un enfant. Même si elle était seule, elle avait vraiment ce désir-là. Et c'était quelque chose de vraiment très profond et on le sentait. Et il y avait plein de résistances qui se mettaient en place. Il y avait tout un changement aussi professionnel, mais aussi de changer d'habitat. Voilà. Et il y a eu des étapes. Et comme on dit, nous, on capte, on perçoit vraiment la lumière chez les gens. Et on voit vers quoi ça peut aller. Bien sûr, ça peut aller. On a toujours son libre arbitre à chaque moment. Mais on voit vers quoi ça peut aller. Et ça prend tout le temps que ça doit prendre. C'est très important. Je trouve que la dimension du temps aujourd'hui,
On a envie de la squeezer et de dire, allez, en 2 secondes, je me sépare de toutes mes mémoires karmiques et tout ça. Sauf que c'est important de le vivre dans un vrai temps, là, de son humanité. Et en l'espace de 2 ans ou 3 ans maximum, cette personne a changé de métier. Finalement, d'un seul coup, elle a compris où elle voulait vivre, elle a déménagé. Et le bébé est arrivé. Donc à plus de 50 ans Et tout va bien. Et tout va bien. Et on trouve ça tellement beau. Parce que, évidemment, on attire aussi à nous des personnes qui ont des reliances avec ce qu'on a pu vivre et ce qu'on a pu surtout transcender de l'ordre de la résilience, des choses comme ça. Et c'est vrai que dans le féminin aujourd'hui, il y a beaucoup d'abus qui reviennent. Et on a plein de personnes qui portent ces abus-là et qui, à un moment, quand l'envie d'avoir un enfant arrive, il y a quelque chose qui bloque. Et vous avez eu aussi cette résonance d'abus et autres, évidemment. Et quand vous dites que ça attire, que vous attirez, on attire évidemment les choses qui nous correspondent, c'est sans doute pour ça que vous vous retrouvez aussi avec ces accompagnements et ces personnes en question. Est-ce que, avant que Sophie donne cet exemple, c'était à celui-là dont vous pensiez ? Je pensais à cette personne-là, en effet, et à ce bébé qui est arrivé il n'y a pas si longtemps, là. Et voilà, on dit petit bébé les hameçons, c'est chouette. Super. Et est-ce que vous allez chercher, j'allais dire entre guillemets, je ne sais pas si j'utilise les bons mots à chaque fois, parce que je sais que c'est tellement subtil et tellement fin et tellement... L'autorisation quelque part pour dire, par exemple, à cette femme qui a plus de 50 ans, est-ce que vous allez chercher l'information qui permet d'attester le fait que, oui, il faut elle peut se permettre d'avoir ce bébé. On connaît les risques après 45 ans, après, voilà. Est-ce que vous allez chercher une information quelque part pour lui donner une validation et en tout cas un droit d'eux ? Là-dessus, nous, on entend des choses. Par contre, on est toujours vigilante sur ce qu'on va transmettre à la personne qui est en face. On a toujours aussi ce discours de lui dire va jusqu'au bout de l'accompagnement médical, bien sûr, respecte ce qui est mis en place. Sans se substituer à un avis médical, évidemment, exactement. Comme toujours. Oui, ça, c'est tellement important. Absolument. Et puis vraiment, on évite de dire c'est comme ça, il faut que tu ailles là, tu auras un bébé à tel moment. On évite de faire ça parce que le libre arbitre, pour nous en tout cas, c'est trop important. Sauf que cette personne devait douter. Oui. En fait, on capte, en effet, on va capter une information. Cette information, c'est impossible. C'est impossible qu'il va se présenter là. Ça ne veut pas dire que ça va se passer exactement comme ça. Mais dans ce qu'on capte, nous, on entendait que, bien sûr, que le bébé, il était prêt. L'âme était en salle d'attente, si on peut dire. Elle était OK pour descendre. Donc ça, on pouvait lui dire, il n'y a pas de résistance particulière par rapport à ça. Oui, il y a un être qui peut vraiment se présenter. Pour autant, on n'a jamais affirmé « oui, tu vas tomber enceinte, oui, c'est sûr ». Non, il y a une information qui est là, on sent que le chemin est OK. Après, en effet, il y a tout le libre choix de la personne, il y a toutes les résistances à aller aussi transcender, cette mise en action. Donc, il y a plein de choses qui font que ça peut arriver comme ça peut ne pas arriver. C'est-à-dire qu'on ne va jamais poser quelque chose comme une vérité, en fait. Ce soin... J'imagine que les soins des hameçons, c'est pas des one-shot, quoi. C'est quelque chose, c'est un accompagnement qui, en général, se fait sur un moyen long terme, non ? Eh ben, en fait, non, souvent, c'est déjà une séance. On propose déjà une séance et on voit, en une séance, il peut se passer vraiment beaucoup de choses. Quand on accepte de laisser aussi infuser un peu les choses. C'est-à-dire que c'est pas d'un coup, je fais une séance et le lendemain, tout est réglé. Il y a une séance qui se passe, il y a l'énergie qui circule, j'ai reçu ce message, j'ai capté ce message. Ma conscience doit aussi prendre le temps d'assimiler un petit peu tout ça. Donc parfois, déjà, l'intégration, elle peut durer plusieurs jours, voire parfois plusieurs semaines. Et après, il y a vraiment tout ce processus de dire, qu'est-ce que tu ressens ? Est-ce que là, tu ressens que il y a un truc qui bloque encore et dans ce cas-là, on se retrouve ? Est-ce que tu sens qu'il y a besoin de laisser un petit peu glisser encore et on se retrouve peut-être dans 6 mois ou dans 1 an ? Il n'y a pas quelque chose comme ça d'établi sur plusieurs séances. Mais en effet, quand on voit des changements, là, notamment cette personne-là dont on parle, il y a eu en effet une grande écoute d'elle-même. Elle a été très fine aussi avec elle, de sentir comment ça se passait dans son corps. Et du coup, de dire, là, j'ai besoin de revenir. Là, j'ai besoin de revenir. Et puis un axe essentiel, c'est qu'elle a mis en place, elle a mis en action. En fait, nous, c'est ce qu'on dit toujours, on va aller voir ensemble ton jardin intérieur,
On peut te dire les endroits, ce qu'il y a, où est-ce qu'on peut réaménager, on peut nettoyer un petit peu ce qui est là. Par contre, derrière, nous, on ne sera pas avec toi. Donc ça va être à toi de revenir là et d'entretenir et de faire des nouveaux choix. Il y a vraiment tout ça qui se met en place, parce que d'un point de vue, on peut toujours voir les choses en différentes dimensions, finalement. Il y a la dimension de l'énergie qu'on voit là-haut, et dans le corps physique, de manière très factuelle, dans le cerveau, il y a un peu comme des autoroutes, c'est vraiment neuronal, il y a des autoroutes de fonctionnement de mécanismes. Si on ne va pas ouvrir une petite voie à côté, celle qu'on a défrichée ensemble, si elle n'est pas entretenue, et on passe à nouveau dessus pour agrandir cette voie et délaisser finalement cette autoroute qui est devenue inconfortable, finalement l'autoroute va reprendre le droit dessus. Notre cerveau, il est fait pour entretenir notre intégrité physique, psychique. Donc lui, il va rester sur ce qu'il connaît, même si ça devient inconfortable. Il va dire, non mais là je connais, là-bas je ne connais pas. Donc il vaut mieux qu'on reste là. Du coup, vous faites ça, donc on l'a dit, en one-to-one, comme on dit, enfin en trio, pour le coup, à chaque fois quand vous avez quelqu'un. Le groupe, ouais, aussi. Vous faites aussi ? On fait du groupe aussi, donc, et à distance, et aussi en présentiel. Et là, on organise des retraites, où là, on retrouve aussi ce présentiel, où on retrouve cette notion du toucher aussi dont on parlait un peu tout à l'heure, parce que quand on fait nos retraites, on propose toujours à toutes les personnes qui sont là un soin individuel aussi de 20 minutes, une demi-heure, pour aller capter ça. Donc oui, du groupe présentiel en retraite, notamment à Brocéliande, on est très attirés par la forêt là-bas. C'est pareil, ça s'est présenté à nous, on ne l'a pas d'un seul coup décidé. Énergétiquement parlant, c'est évidemment extrêmement puissant. Oui. Et on adore les terres, nos terres. On adore la France, en fait. On trouve qu'il y a vraiment quelque chose à vivre ici. D'ailleurs, le chamanisme qu'on emploie, c'est un de nos terres. On n'est pas allé le chercher ailleurs, parce qu'on trouve qu'il y a vraiment une essence qui a été oubliée aussi, qui a été bafouée depuis des millénaires, et qui a envie de revenir maintenant. Et on trouve ça tellement important. Est-ce que vous avez le sentiment, toutes les deux, que les choses évolue en permanence dans votre accompagnement, l'ouverture s'accroît de plus en plus? Est-ce que vous avez cette sensation-là? On a du mal à se suivre. Heureusement qu'on est deux, parce que ça change en permanence. C'est-à-dire que toutes les semaines, on pourrait refaire le site internet. Et c'est vraiment... C'est une évolution constante et une remise en question aussi constante, parce qu'on trouve que c'est hyper important de pouvoir se remettre en question. On est intéressé par 10 millions de choses à la seconde. Donc, dès qu'on va choper une nouvelle information, on va sentir que ça s'intègre dans le corps. Et là, on se dit, waouh, ok, donc là, je sens quelque chose qui s'ouvre, qui pétille. Comment j'intègre ça dans le... Et finalement, ça va très, très vite. Et au bout, très régulièrement, on se regarde et on se dit, donc, qui on est, en fait? Qui on est? Qu'est-ce qu'on fait? Et voilà, à chaque fois. Donc, ça va très, très vite. Ça bouge énormément. Et là, en ce moment, au niveau des énergies, on a l'impression qu'à la fois ça va très vite et qu'en même temps, on nous demande de ralentir beaucoup. Donc, il y a une espèce de paradoxe là aussi qui se joue, de dire, et du coup, je fais quoi? Laisse glisser, laisse-toi aller, fais confiance, voilà. Bon, est-ce que vous vous sentez apaisé aujourd'hui? Aujourd'hui, en tout cas, je peux parler pour moi, mais moi, oui, je me sens très apaisée, je me sens sur ma route, sur mon chemin, même si je ne sais pas trop parfois dans quelle direction je me dirige. Mais par rapport à tout ce que j'ai vécu, par rapport à tout ce que j'ai transcendé, je remercie énormément tous ces passages, parce que c'est des vrais cadeaux qui m'ont permis aujourd'hui de prendre conscience de plein de choses. Et oui, je me sens, je peux le dire, je me sens heureuse, je me sens épanouie, comme jamais je l'ai été jusqu'à maintenant. C'est pas facile à dire ça, hein. Je suis heureuse. C'est pas facile. Pas si simple à dire. Non, c'est pas facile à dire. En même temps que j'en parle, là, j'ai les frissons partout, en fait, parce que ça vient me toucher. Bien sûr. Vraiment profondément de dire ça, parce que on m'a toujours dit, quand j'étais petite, Anso, tu es inapte au bonheur. C'est une phrase qu'on m'a répétée beaucoup. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que les personnes qui me disaient ça, c'était juste un reflet d'elles-mêmes, en fait, où elles me disaient regarde-moi comme je suis inapte au bonheur, donc voilà, je te renvoie un peu ce reflet-là. Je l'ai beaucoup cru, en me disant mais moi je ressens pas ça à l'intérieur de moi, mais en même temps c'est le costume qu'on me demande de porter, donc je le porte. Et aujourd'hui vraiment je me sens hyper bien.
hyper heureuse, hyper à ma place. Voilà. Donc plus de questionnement sur la légitimité. Oh bah alors ça, c'est toujours, Il y aura toujours. c'est toujours en chemin, et puis tant mieux, parce que ça permet de rabaisser un peu l'ego aussi. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, de se dire non, je crois que je suis bien à ma place et qu'on est bien à notre place. Et vous aussi? Oui, et avec cette conscience aussi que le bonheur, ça se choisit. Ça se choisit. Il y a vraiment quelque chose, je veux dire, ça tombe pas du ciel d'un seul coup parce qu'on a tout dans la vie. Il y a cette confusion-là, vraiment. Le bonheur, ça se choisit là où on en est. Ça fait partie aussi des phrases qui sont difficiles. Oui, et c'est un vrai choix pourtant. C'est un vrai choix. Et je l'ai compris dans les moments les plus difficiles de ma vie, vraiment. Donc, c'est un vrai message. Mais oui, ça se choisit, mais comme un couple, ça se choisit. Nous, on nous dit souvent, oui, mais c'est facile, vous êtes deux, vous vous êtes trouvés. Sauf que tous les jours, on se choisit à nouveau. On choisit d'œuvrer ensemble, on choisit de partager ensemble. C'est un vrai engagement aussi. C'est une remise en question permanente sur toutes les pseudo-convictions qu'on pourrait avoir. Ouais. Mais vous n'avez pas dit la même phrase qu'Anne-Sophie. Vous n'avez pas dit « je suis heureuse ». Je suis heureuse. Vous pouvez le dire. Que je trouve que c'est pas facile à dire. En plus, c'est pas facile à dire, c'est vrai. Je suis heureuse. Quand l'amour se souvient, avec ce couple alchimique et les témoignages, un petit mot sur cet ouvrage. Qui s'y colle? Je m'y colle. Mais Anne-Sophie, elle prend le lead un petit peu, hein, Anne-Sophie, quand même. C'est bien. Oui. C'est notre histoire. Ça faisait un petit moment qu'on avait envie d'écrire, qu'on entendait que c'était important d'écrire sur notre histoire pour peut-être aussi un petit peu casser ce mythe des flammes jumelles dont on parlait au début de l'émission. Voilà, on a eu envie d'écrire parce qu'on nous a demandé aussi pas mal de choses. Et donc, dans ce livre, on parle de notre histoire avant notre rencontre, de ce qu'on a vécu, de la rencontre en elle-même, de ce qu'elle a amené. On parle aussi de la séparation et du temps de séparation. Parce que, juste une petite parenthèse, vous êtes séparés, vous êtes partis quand même à 17 km l'une de l'autre. 17 000. 17 000, pardon. 17 000 km l'une de l'autre. Et oui, ça faisait 4 mois qu'on était ensemble et Sophie est partie en Nouvelle-Calédonie. Un petit pétage de plomb ou comment ça se passe? Non, pas du tout. Non, avant la fin de mes études, je savais que j'allais repartir. C'est soit je retournais à La Réunion, parce que j'ai une proposition de poste, soit je partais avec mon ami qui était mon colocataire à La Réunion, qui est moine bouddhiste tibétain, et on allait faire un trip Népal, tout ça. Soit on me proposait aussi de partir en Nouvelle-Calédonie. Et c'est la Nouvelle-Calédonie qui s'est profilée parce que je pense que c'était le plus loin possible. Et pour faire plus loin après, je suis partie toute seule en Nouvelle-Zélande. Elle était là aussi. Et moi, j'étais à Lyon. Et c'est là aussi où ça a été quelque chose de tout nouveau dans notre relation. C'est que quand Sophie m'a dit « je vais partir », j'ai senti vraiment le cœur s'ouvrir, lui dire « mais oui, pars, parce que c'est très très juste pour nous en fait ». Alors que si j'avais été dans une relation d'avant, j'aurais dit non, pars pas, j'ai trop peur. Enfin voilà, je l'aurais retenue. Alors que là, c'était une évidence qu'il fallait qu'elle parte. Vous êtes partis combien de temps? 6 mois. Ouais, ça va. Ça va. Donc voilà. Donc le livre, parle de ça aussi, de la séparation et tout ça, parce que c'est important de parler de ce temps de séparation comme un vrai passage initiatique. Et puis voilà, ça raconte un peu notre accompagnement aussi. Bravo en tout cas. Pour terminer, alors on va mettre évidemment autour de la vidéo tous les liens qui vous permettent d'entrer en contact avec les AMSO, le site internet, lesamso.com, Anne-Sophie et Sophie. Qu'est-ce que vous aimeriez, pour le mot de la fin, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous, chacune respectivement, Anne-Sophie? Le message d'oser, moi j'ai envie de dire que c'est important d'oser faire les pas, même au-delà des peurs, d'oser faire confiance à ce qui est là et de sentir qu'on peut être vraiment acteur et actrice de sa vie, de ses choix. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. J'ai été victime, je me suis positionnée dans ce rôle de victime pendant très longtemps. Et le fait de changer ça et le fait d'oser faire un pas, on ne sait pas forcément ce que ça va donner, ce pas. On ne sait pas où on va aller. Mais vraiment, j'ai envie de partager aux gens, d'oser avoir ce courage. Le courage, c'est le cœur agir, c'est le cœur en action.
Donc c'est vraiment voilà, j'aurais envie que les gens retiennent ça, de se dire que l'amour, pas en guimauve, mais l'amour, le cœur, l'ouverture du cœur, ça amène vraiment à un changement, un vrai parfois, changement. quand on est au cœur, évidemment, de ce genre de questionnement, et que cette position de victime est aussi très confortable. Bien sûr. Il faut reconnaître ça, parfois. C'est pas toujours facile, d'où l'idée de se faire accompagner et d'être... parce que voilà, on a besoin de faire le tri, on a besoin de s'y retrouver. Et quand on est au fond du fond, on peut entendre que ce soit aussi difficile. Mais il y a le petit pas de côté qui permet, grâce notamment à votre accompagnement, de peut-être prendre conscience d'oser, comme vous le dites. C'est ça, hyper important de se faire accompagner quand on le sent, de ne pas rester seul et d'activer son discernement. Ouais. Voilà. Sophie ? Oui, ça me fait beaucoup penser aux bénéfices secondaires, en effet, par rapport à la posture de victime. Il y a tellement de bénéfices secondaires derrière ça, de pouvoir se plaindre, de pouvoir... Voilà, et voilà, moi aussi, je l'ai traversé, donc je dis ça sans jugement. Et tout le monde, là, je pense que tout le monde vit ça à un moment donné. Quoi. Voilà. Et pourquoi moi ? Et c'est pas juste ? Et comment se fait-il ? Et machin, quel salaud. On y a eu droit à ça, bien sûr. On a tous pensé des choses pareilles. Bien sûr. C'est ça. Donc en effet, c'est le petit pas de côté et l'aide pour pouvoir avoir une vision un peu plus haute de la situation, parce que quand on a le nez dedans, quand on est le nez dans le guidon, parfois on perd pied un petit peu. Donc ça, c'est vraiment important. Et oui, moi, j'avais vraiment envie de parler du mouvement, de mettre en mouvement, parce qu'il y a une inertie qui se pose quand, justement, on se sent bloqué, on se sent victime, on se sent... Voilà, il y a une inertie. Et le mouvement, c'est pas forcément quelque chose de... mettre en place quelque chose de vraiment incroyable et très fort. Ça peut être tout petit. Et ça peut être tout petit dans le corps physique. Ça veut dire juste revenir à sa respiration, en conscience. Et déjà, il y a du mouvement. En fait, c'est vraiment ça, c'est ne pas laisser la vie est mouvement. Donc en fait, c'est juste remettre en circulation ce qui est là. Et ça a vraiment du sens, parce que voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai traversé dans le handicap, quand on m'a dit « vos jambes, c'est fini, elles ne fonctionneront plus ». Et je me suis dit « non, je ne le vois pas comme ça ». Voilà. Et donc, il y a quelque chose qui s'est mis en place. Et même là, par rapport à cette mutation génétique, donc c'est quand même marqué, je me dis non, je ne le vois pas comme ça. Parce que j'ai vraiment cette conscience. Alors oui, il y a l'épigénétique, et bien sûr, même si c'est posé, on peut venir travailler dessus. Mais juste une petite parenthèse, on termine là-dessus, mais j'aurais plein de questions autres à vous poser. Juste, le chirurgien, il s'est complètement planté pour le coup, alors. Parce qu'il vous dit, il affirme que c'est fini. Vous ne remarcherez plus. Lui, il le dit. Mais il le dit sur un diagnostic purement médical. Donc, et c'est ça qui est incroyable. Donc, il se plante complètement. Sur la première opération, lui, il se dit vraiment, on ne va pas y arriver. Finalement, il dit, on va retenter une deuxième opération. Là, il l'ouvre par devant. Et voilà, bon, je vais passer les détails. Mais, et après ça, en effet, il se dit, ça va être très compliqué. Et moi, je dis, non, mais on va y arriver. Et donc, je refuse même de voir à cette époque-là les ergothérapeutes. C'est marrant parce que c'est le métier que je voulais faire après. Bien sûr. Je refuse de les voir quand je suis à l'hôpital parce que je dis non, je ne veux pas qu'on me trouve des aides techniques, des machins, le fauteuil. Je ne veux pas parce que j'en aurais pas besoin. Bravo. Bravo. Merci à toutes les deux. Merci à Soso, qui va rester là désormais et qui a pris sa place avec son oncle, l'inspecteur Gadget. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup. Merci, vous êtes de belles personnes et merci pour ce que vous permettez à ceux et celles qui ont besoin de cette ouverture, de cet épanouissement, et puis parfois aussi d'avoir ces petits cailloux blancs sur le chemin, de se faire aider quand on sent que le truc est juste improbable dans sa vie, quoi. On se dit par où je commence, qui je vois, qu'est-ce que je fais. On peut avoir évidemment ce genre de questions sans en avoir honte, et c'est parfaitement légitime, bien entendu. Merci Anne-Sophie, merci Sophie, merci à toutes les deux. Merci. Commentez avec bienveillance, vous partagez évidemment, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Ouh, j'ai les yeux, ceux qui regardent et qui ne s'abonnent pas. Et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Merci à tous.